Je t'en prie. Quelques points sur ce que vient de dire Clémentine et qui est comme toujours passionnant et très étayé, très charpenté. Je trouve qu'on a beaucoup de chance à gauche d'avoir on a beaucoup de chance à gauche d'avoir des personnalités politiques qui lisent et qui travaillent. Je pense pas qu'on puisse en dire autant dans la droite au sens large, hein, des macronistes jusqu'à l'extrême droite. Il semble pas que ce soit le festival de l'intelligence tous les jours, dans le rapport aux sciences sociales, dans le rapport à la littérature, dans le rapport au travail intellectuel, comme dans les propositions qui sont faites et qui nous accablent très souvent par leur stupidité. On en a eu encore des exemples récents avec Bruno Retailleau et les énergies renouvelables. Mais bon, c'est un festival hein, depuis 2017. En tout cas, on assiste à quelque chose de l'ordre de la terratologie intellectuelle, hein, des monstruosités permanentes. On a l'impression que c'est un concours de propositions absurdes des macronistes jusqu'à l'extrême droite. À gauche, il y a quand même cette tradition de la lecture, de l'écriture, de la réflexion, du rapport aux sciences humaines et sociales, du rapport à l'écrit, qui signe clairement des personnalités politiques et intellectuelles différentes. Je pense que Clémentine en est un des excellents exemples par son travail et par les livres qu'elle a fait. J'ai repensé récemment en entendant parler du concept de démarchandisation qui a été adopté par certains au PS et il me semblait que euh, voilà, on manquait de notes en bas de page parce que ton livre sur les supermarchés et les hypermarchés parlait précisément de ça. Et bon, il y a une forme de courtoisie intellectuelle chez les universitaires qui consiste à citer les gens qui, etc. Et là, ça n'a pas été le cas et j'ai été vexé pour toi, je dois dire. Parce qu'il me semble que, non, mais il me semble que c'était il y a 5 ans. Mais celui-là, c'est Oui, que ça aussi. mais à nouveau, mais ça date déjà d'il y Mhm. a quelques années, donc c'est pas très correct quand même. On peut rendre hommage à celles et ceux qui ont travaillé et pensé, non, tout simplement par courtoisie intellectuelle et par précision, par précision. Euh, quand Clémentine dit qu'on est au bord du tragique, on est déjà en réalité dans le tragique du point de vue géoclimatique, hein. Là, tu as dit qu'on allait passer sur le bilan, mais quand on discute avec nos collègues de sciences géophysiques, ils ont passé le stade de, comment dire, de la peur. Ils sont véritablement, ils sont entrés dans l'épouvante. Quand ils voient les graphes, quand ils voient les courbes, on en a eu quelques exemples récents, on en a d'autres un petit peu partout, ce qui entraîne par effet miroir un négationnisme climatique radical, très entretenu par les médias d'extrême droite, avec des contaminations parfois de proche en proche, hein, dans des médias qui imitent l'extrême droite, enfin les médias d'extrême droite. On est déjà dans ce tragique-là, ce qui, au fond, peut susciter une forme d'espoir en termes d'union de la gauche. En l'occurrence, cette scission ou cette différence de sensibilité entre adaptation et révolution que tu pointais, qui est effectivement structurante depuis la Révolution française, en réalité, hein, et bien exemplifiée par l'histoire de la gauche allemande, mais aussi de la gauche française. Au fond, cette scission-là, euh, elle est dépassable et dépassée en réalité, puisque face à la catastrophe géoclimatique qui est déjà en cours, on a perdu 60% de biodiversité depuis une cinquantaine d'années. On a des phénomènes géoclimatiques extrêmes. Là, récemment, enfin hier au Texas, des inondations monstrueuses. Enfin, les phénomènes montent en intensité. C'est de la physique simple, hein, c'est de l'augmentation de la chaleur, augmentation de la vapeur, augmentation de l'énergie dans l'atmosphère, et donc ça se décharge de manière violente. Voilà, c'est pas très compliqué. Eh bien, face à cela, la différence entre adaptation et évolution, elle est déjà dépassée. Puisque face à ça, il y a une radicalité, c'est-à-dire il faut aller à la racine des choses pour changer nos modes de vie, mais alors sans culpabiliser les uns et les autres sur la paille et sur le tri sélectif ou sur la ZFE, etc., mais en pensant des solutions collectives macroéconomiques, macrosociales. C'est d'ailleurs l'honneur de la gauche que d'avoir toujours pensé en termes macro et non pas micro, en l'occurrence, pour changer réellement à la racine des modes de vie qui sont fondés sur la dévastation. Toute l'économie politique, qu'elle soit macro ou micro, depuis le XVIIIe siècle, part du principe, même depuis le XVIIe en réalité, euh,
part sur des fictions que tu rappelais, le doux commerce qui amène la paix, la prospérité, etc. Ça, c'est une blague, renforcée après 1945 et la victoire sur le nazisme, mais c'est faux. Par ailleurs, part d'un principe, d'une prémisse qui est fausse, qui est que les biens naturels sont à libre disposition, en quantité infinie, sans aucun coût pour personne. Et que dès lors, la prédation est libre de droit et qu'on peut fonder un modèle de croissance là-dessus. Alors c'est, encore une fois, les idées qui sont promues par les nazis actuels, hein, les Trumpistes, etc. Les milléistes également. Je lisais avant-hier que Milei veut supprimer les sciences sociales au Chili. Ouais. Ça va mieux comme ça, hein. Mais c'est logique de son point de vue. Moi, je serais à sa place, je ferais la même chose. En Argentine, oui, pardon, excusez-moi, pardon. En Argentine, supprimer les sciences sociales, mais c'est parfaitement logique de son point de vue. Euh, Puisque donc les sciences sociales montrent précisément par leur activité critique et leur activité de radicalité critique, parce qu'elles vont à chaque fois à la racine des choses, à la racine des phénomènes, que précisément l'Occident a pris depuis le XVIIe, XVIIIe siècle un chemin qui n'est visiblement pas le bon. Il y a des raisons métaphysiques à ça, il y a ensuite des intérêts politiques, sociaux et économiques pour tout cela, mais là, nous commençons à en payer très salement l'addition, sachant que nous, c'est-à-dire blancs, plutôt CSP favorisés, plutôt vivant en France et dans le nord de la France, on en paye moins l'addition que d'autres, situés différemment d'un point de vue géographique, d'un point de vue social, d'un point de vue de genre et d'un point de vue de revenu, hein. Donc nous, on souffre, mais alors très très peu par rapport à bien d'autres, et Clémentine l'a rappelé. Et parmi cette radicalité de pensée qui doit se traduire, parce qu'on n'a pas le choix en termes de radicalité politique, c'est-à-dire de volonté de changer profondément un rapport au monde, un rapport à l'espace, un rapport au temps, ce changement s'impose à nous parce que tout simplement on n'a pas le choix, on est embuté en ce moment sur les conséquences d'un mode de vie désastreux. Eh bien, dans cette exploration de la radicalité, il y a le Petit Prince que tu citais tout à l'heure et qui me rappelle tout l'intérêt de faire de la philosophie et de faire de l'histoire, puisque ce que dit Saint-Exupéry, et c'est pas un hasard, puisqu'il est nourri d'humanité classique, hein, ce que dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince sur l'accumulation des étoiles, l'accumulation absurde et sans fin, c'est ce que disent les Grecs déjà, Aristote et Xénophon, lorsqu'ils distinguent l'économia, l'oikonomia, en l'occurrence la norme du foyer, de l'oikos, qui est comment dire, une manière d'administrer les biens à taille humaine et à échelle humaine pour continuer à vivre, continuer à se nourrir, ne pas trop endommager l'environnement immédiat, ne pas trop faire de mal à la société et nourrir ses enfants. Ça, c'est l'oikonomia qui a donné l'économie, mais ensuite le sens, hélas, en a changé. Ils opposent l'oikonomia, donc la gestion du foyer, dirait-on aujourd'hui, à la crématistique, qui, alors là, les crématas, c'est les richesses, c'est l'accumulation des richesses. La crématistique, c'est la science ou la théorie de l'accumulation des richesses. Et Xénophon et Aristote, dans l'éthique ou dans l'économique, pour Aristote, pour Xénophon, posent une question simple. Avoir deux paires de sandales, oui, il y en a une pour le quotidien et l'autre, bon, pour le rechange. Très bien. Mais 20 000 paires de sandales, quelle est l'utilité dans un oikos d'avoir 20 000 paires de sandales? C'est ça la logique de l'accumulation, et c'est ça, comment dire, la réfutation grecque de l'accumulation qui réfute l'infini. Bon, là aussi, il y a une raison métaphysique, c'est que le monde grec est un monde clos et non pas un univers infini, comme nous avons, comme celui dans lequel on a basculé depuis le XVIIe siècle avec une nouvelle physique, une nouvelle astronomie qui, effectivement, a pu susciter des fantasmes d'accumulation indéfinie. Mais peut-être revenir à cette sagesse grecque qui est celle également de Saint-Exupéry du Petit Prince pour pointer tout simplement la logique, avant d'être néfaste, mortelle, dévastatrice et criminelle, la logique absurde de l'accumulation prédatrice, de l'extractivisme, etc. Voilà, quelques éléments de complément. Oui, sur le néofascisme, oui. Si tu étais d'accord. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Ou voir fascisme tout simplement. J'ai des collègues aux États-Unis, alors qui sont un peu concernés par ce phénomène depuis 2016, puis la première élection de Trump,
Robert Paxton, bien connu en France hein, pour son histoire de Vichy, Timothy Snyder, bien connu également puisqu'il est traduit pour ses travaux sur le nazisme et le nazisme à l'Est. Euh, Ces deux historiens étaient réticents envers l'emploi du terme de fascisme par, on va dire, par éthique scientifique, par prudence méthodologique et intellectuelle. Attention à ne pas dilater, attention à ne pas galvauder, etc. Mais avec la campagne de Trump permanente, en réalité, pendant ces 4 ans d'absence de la présidence, ils ont changé d'avis et ils le disent. Voilà, on doit, on peut et on doit parler de fascisme à propos de Donald Trump. C'est très clairement le cas. C'est un darwinisme social radical. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Citez quelqu'un que vous connaissez bien et qui participe, à mon avis, pleinement hein, de cette vision du monde-là, social-darwiniste, anti-écologiste, anti-féministe, raciste. Vraiment, on est gâté hein, depuis 2016, depuis 2017. Donc, le darwinisme social, l'extractivisme forcené radical, le bellicisme avec une- comment dire, une disposition assez immédiate à parler de guerre pour saisir des territoires, le Groenland ici, le Panama là, le Canada pourquoi pas, enfin avec une volonté annexionniste qui ne se cache pas, et ce renvoi des normes juridiques et éthiques et du droit international au royaume des fantasmes ou des enfantillages. Et ça, c'est un des mérites, encore une fois, de Trump, de nous dire clairement que dans un contexte de catastrophe écologique tel que nous le connaissons, d'extinction de la croissance, parce qu'ils ne sont pas fous eux non plus, ils ont compris que la croissance était terminée, hein, et qu'on était dans des tendances baissières ou stagnation, voire de décroissance. Quand on parle de décroissance, elle est là sans les décroissants, hein. Elle est déjà là, la décroissance par la matérialité même des choses. Eh bien, ils ont compris cela, et dans ce contexte-là, on ne peut extraire de la valeur, c'est-à-dire, encore une fois, des 10%, 15% exigés par les fonds d'investissement, exigés par les financiers, on ne peut extraire de la valeur à ces niveaux délirants que par une prédation accrue, accélérée, violente, prédation sur les corps. On va extraire de la valeur ajoutée en épuisant les corps, en puisant dans les corps jusqu'à l'épuisement, et par la destruction totale, finale, d'une Terre dont, au fond, on estime pouvoir s'émanciper parce qu'on va prendre une fusée, aller sur Mars, c'est-à-dire sur la seule planète qui est insusceptible de terraformation, ce qui est une idée géniale et parfaitement logique. Vous voyez? Donc, oui, on a affaire à des fascistes, très clairement. Et je suis désolé, ils le disent eux aussi, très clairement. Les saluts nazis en Mondovision, c'est pas des baisers adressés à la foule ou des coucous à leur maman, hein. C'est vraiment des saluts nazis. Parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, la référence aux années 30 chez eux, elle est méliorative, elle est positive. Ce sont les fascistes qui ont réussi. Et donc, il faut les imiter.